Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien et que vous passez une agréable journée. Aujourd'hui, nous démarrons le cours de protozoologie médicale et vétérinaire des ruminants. Ce cours sera dispensé en 2 chapitres, chacun portant sur un trait de cette discipline. Pendant cette première séance, je vais présenter la globalité des thématiques discutées tout au long du cours. Puis, je vais directement aborder le premier chapitre qui englobe les notions générales, les définitions importantes à connaître, avant d'aborder la protozoologie spéciale des ruminants. Veuillez noter qu'à la fin de chaque chapitre, un petit QCM fera office de test pour passer au chapitre suivant. Donc pourquoi la protozoologie? La protozoologie est une discipline majeure de la parasitologie, de par l'effet sanitaire, social et économique que peuvent engendrer les protozooses et les parasitoses non zoonotiques aussi bien sur les cheptels de bovins et ovins que sur les élevages de volailles et d'équidés et même sur l'homme. De ce fait, il est primordial pour chaque partisan du domaine vétérinaire d'étudier cette discipline et de forger un savoir concernant ces parasites, notamment tout ce qui concerne leurs particularités anatomiques, leur hôte, leur cycle de vie, l'effet pathogène qu'ils engendrent, la prophylaxie et les traitements. Les objectifs définis de ce cours sont donc s'initier tout d'abord à la protozoologie générale, assimiler dans les grandes lignes la classification de ces parasites, les différences biologiques, morphologiques et structurales. Ensuite, on devra s'initier à la protozoologie spéciale des ruminants. Ceci se fera en apprenant les diverses protozooses avec l'agent étiologique, le cycle de vie du parasite et son mode de vie, ses effets sur l'animal et les circonstances d'infection de l'humain pour les protozooses zoonotiques, les moyens de diagnostic, leurs répercussions et les modes de lutte sanitaire et prophylactique. C'est donc à la fois un portail pour s'immiscer dans la protozoologie et un réservoir d'informations qu'il faudra collecter et mémoriser. Ce cours nécessite des prérequis en parasitologie, en anatomie, en physiologie et en anatomie-pathologie générale et spéciale. Pour ce qui est du parcours d'apprentissage tout au long de ce cours, on démarrera par un premier chapitre concernant les définitions et généralités. Ensuite, on passera au deuxième chapitre que l'on divisera en 3 sous-chapitres. Tout d'abord, on va traiter les parasites affectant le tube digestif. Ensuite, on va traiter les hémoparasitoses. Et enfin, on va traiter les sarcocystidés. Pour ce qui est des parasites affectant le tube digestif, on cite notamment la giardiose, la coccidiose et la cryptosporidiose. Pour ce qui est des hémoparasitoses, on traitera la babésiose, l'anaplasmose, la télériose et les trypanosomoses. Enfin, pour ce qui est des sarcocystidés, on traitera la toxoplasmose, la néosporose et enfin la bénociose. Comme déjà cité, un QCM fera office de test pour pouvoir passer à la partie suivante du cours. Chaque chapitre a différents éléments d'apprentissage. Pour ce qui est du premier chapitre, on va notamment se concentrer sur les définitions, sur l'histoire de la discipline, sur l'importance de la protozoologie, la structure des parasites, leur tropisme et la classification. Pour ce qui est du deuxième chapitre, on traitera pour chaque parasite son étiologie, son cycle de vie, le tableau clinique engendré, les lésions, l'épidémiologie et les méthodes de diagnostic, le traitement et enfin la prophylaxie. Donc on démarre directement notre premier chapitre de la protozoologie médicale et vétérinaire chez les ruminants, intitulé Définition et généralité. Donc la protozoologie est un mot qui dérive du latin. Protozoan veut dire division du règne animal avec le préfixe proto qui veut dire premier. On parle donc d'organismes primitifs et des premières formes du vivant. C'est la science qui a pour but d'étudier les protozoaires d'un point de vue zoologique, biologique, morphologique et nosologique. Les protozoaires sont des organismes qui sont unicellulaires eucaryotes. Ils peuvent être libres, mais un grand nombre d'espèces sont liées dans une partie ou la totalité de leur vie à un autre vivant, animal ou plante. Si certains sont commensaux et inoffensifs, beaucoup sont pathogènes et peuvent causer préjudice à la santé animale et humaine. Et bien entendu, notre cours traitera essentiellement de ces parasites. L'histoire de la découverte de la protozoologie est étroitement liée au développement du microscope. Anthony van Leeuwenhoek, qui était initialement drapier, fit les premières observations de protozoaires dans les intestins de grenouilles, puis sur lui-même. Beaucoup d'observations suivirent
avec notamment Müller qui apposa un catalogue d'espèces et observa amplement les ciliés. Girochon-Tran, Boss et Schrank décrivirent un certain nombre d'espèces, complétant ainsi le catalogue établi par Müller. En 1835, Félix Dujardin, qui est un biologiste français, découvrit les rhizopodes, qui sont des protozoaires à la structure la plus simple, dont les eaux douces et salées. Après Van Loeck, l'intérêt pour les protozoaires parasites vint avec la découverte d'un trichomonas dans l'intestin de Lampardonnay, qui est un biologiste français. Les découvertes se multiplient dans la seconde moitié du XIXe siècle, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. On cite notamment en 1870 la découverte de spirochètes par Obermeyer, en 1880 la découverte de Plasmodium par Laveran et l'observation du premier trypanosome par Evans. On note aussi l'observation de Leishmania par Cunningham-Marchand en 1903 et en 1909 la découverte des Rickettsii par Ricketts. Les protozoaires sont des organismes extrêmement divers et se trouvent dans une variété de niches. Plus de 200 000 espèces ont été décrites, dont 20 000 espèces parasites. La plupart des espèces vivent en liberté, dans l'eau douce, les milieux marins contenant les matières organiques en décomposition et le sol. Certains sont bénéfiques dans la recherche scientifique et dans le maintien des écosystèmes. Certains, en revanche, peuvent causer des maladies engendrant des dégâts économiques et sanitaires graves. L'importance de l'étude des protozoaires parasites revêt d'un triple intérêt. Tout d'abord un intérêt médical, du fait des effets néfastes sur la santé animale et humaine. La morbidité et mortalité causées par les maladies à agents infectieux protozoaires sont largement plus prévalents que ceux à origine bactérienne et virale. Un intérêt économique aussi, vu la baisse de production, les mortalités au niveau des cheptels et le prix des traitements et de la prophylaxie. Enfin, un intérêt en santé publique, vu le nombre croissant de protozoonoses émergentes et les risques croissants sur la santé humaine. La structure de base d'un protozoaire est constituée d'une membrane cellulaire, appelée aussi plasmalème. Cette membrane cellulaire est tapissée de microtubules et assure une fonction de protection. La structure de base est aussi constituée d'un ectoplasme et d'un endoplasme. Et enfin, un noyau qui peut être soit compact, soit divisé. Le cytoplasme est constitué d'un ectoplasme, qui est la couche externe. C'est dans l'ectoplasme que s'assure la locomotion et la sensation du milieu externe. En revanche, pour ce qui est de l'endoplasme, c'est une couche fibreuse granuleuse où s'assure l'alimentation et la fonction de reproduction. Pour ce qui est des noyaux, on distingue deux types. Un noyau vésiculaire avec de la chromatine dispersée, un karyosome, qui a la forme d'un nucléole et qui contient de l'ADN chez les apicomplexes, mais n'en contient pas chez les amibes. Ou un noyau compact en une seule masse avec une chromatine densément assemblée. Il existe d'autres structures chez certains parasites, comme notamment l'axostyle qui est une structure de soutien non visible sur ce schéma, et qui existe chez certains flagellés. On peut aussi citer la costa, qui est une structure en forme de tige qui s'étend le long de la base de la membrane ondulée. On peut aussi citer la pelta, qui est une membrane en forme de croissant chez certains flagellés, comme Trichomonas. On peut aussi citer le cystosome ou la bouche cellulaire pour l'ingestion de liquide et qui est observable sur ce cilié, et les vacuoles contractiles, probablement pour l'osmorégulation, et qui sont aussi observées chez les ciliés et les sargodines. La fonction locomotrice chez les protozoaires peut être assurée par différents organelles selon les espèces, notamment les flagelles chez les flagellés, les cils chez les ciliés, les pseudopodes chez les amibes, ou simplement un déplacement par glissement comme chez certains apicomplexes. Le mode de reproduction est soit sexué ou asexué. Pour ce qui est de la reproduction sexuée, on trouve chez les protozoaires la conjugaison et la syngamie. La conjugaison implique deux protozoaires qui s'unissent et échangent du matériel nucléaire à la façon des cellules prokaryotes. Ce mode existe principalement chez les ciliés. La syngamie, par contre, est l'union complète des deux cellules pour donner des gamètes filles. Pour ce qui est de la reproduction asexuée, elle se fait soit par fission binaire ou multiple, ou encore par endodiogénie. Pour ce qui est de la fission, c'est la séparation des composants du protozoaire dans un ordre bien défini. Tout d'abord les organelles, ensuite le noyau, et enfin le cytoplasme. La fission binaire est le mode de reproduction le plus fréquent. Chaque protozoaire se divise pour former deux autres. Elle se fait soit de façon longitudinale ou transversale.
Pour ce qui est de la fission multiple, une division rapide du noyau et des organelles se produit à la périphérie de la membrane, puis s'ensuit une segmentation. Le protozoaire père est nommé schizonte, les organismes néoformés sont nommés mérozoïtes. Enfin, pour ce qui est de l'endodiogénie, c'est la formation d'un organisme phi au centre de l'organisme ou cellule mère. Pour ce qui est de l'alimentation, les protozoaires sont majoritairement hétérotrophes. Ils utilisent plusieurs méthodes pour se nourrir. L'ingestion peut se faire par phagocytose, qui est la prédation sur des bactéries ou d'autres parasites, par pinocytose, qui est l'invagination de nutriments par la membrane, par l'utilisation d'organelles spécialisées comme les cystosomes, ou encore par diffusion des nutriments à travers la membrane. L'excrétion des aliments non ingérés se fait soit par vacuole, soit par diffusion. La respiration chez les protozoaires peut être soit aérobie ou anaérobie. La plupart des espèces ont une respiration anaérobie facultative, c'est-à-dire qu'ils peuvent survivre dans les milieux pauvres en oxygène. On cite ici deux exemples. L'exemple d'un protozoaire anaérobie, Entamoeba histolytica, et un exemple d'un protozoaire aérobie, comme Plasmodium